Alors, en fait, je suis parti, comme je fais de plus en plus d'anténatal maintenant, et à Necker, on a la chance d'avoir un diagnostic prénatal qui est à même pas 10 mètres des box de consultation de neurochir. Donc je suis souvent, je saute d'un endroit à un autre, et je vois de plus en plus et je fais de plus en plus de consultations anténatales. Et avec le temps, j'ai pas mal discuté avec les obstétriciens et les échographes, et je leur ai demandé si ils avaient vu une seule fois dans leur vie un Chiari 1. Tout simplement. Et pas un seul ne m'a répondu oui. Donc Chiari 2, évidemment, mais Chiari 1, il n'y en a pas un seul qui m'a dit oui. Alors de là, je suis parti et j'ai cherché dans PubMed, et j'ai cherché anténatal Chiari de type 1. Et en fait, il n'y en a pas. Donc, je suis retourné à la base, et donc j'ai cherché dans pas mal d'articles l'incidence de l'apparition du Chiari. Donc il y a plein d'articles qui montrent que ça varie en fonction des pays, il y en a plus ou moins de manière importante. Il y a un dernier article qui est très joli, qui a été publié en 2024 dans le New England Journal of Medicine, qui est un journal extrêmement important pour nous, dans lequel il parle de la fréquence des Chiari avec une médiane à 45 ans chez l'adulte, 8 ans chez l'enfant. Et ils disent que l'incidence du Chiari est de 1%, en se basant uniquement sur un article qui a été publié en 2007, ce qui fait un petit bout de temps déjà. Donc, globalement, on dit qu'il y a à peu près 1% des adultes qui ont un Chiari dans la population, symptomatique ou asymptomatique. Hein. Mais il y a un autre article qui dit que avec l'augmentation du nombre d'IRM, on en découvre de plus en plus. Mais combien, on ne sait absolument pas. Donc on sait qu'on en découvre plus, mais on n'a absolument aucune idée de combien. Alors, je suis reparti sur le nom de malformation de Chiari. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est une malformation? Alors, si ce n'est pas en anténatal, qu'est-ce que c'est la définition de malformation? Et donc, j'ai cherché dans le Larousse, puis j'ai cherché dans le Robert, puis j'ai cherché sur Wikipédia, et ils disent tous que c'est un truc qui arrive pendant le développement du fœtus ou de l'embryon. Donc, c'est quelque chose d'anténatal. Donc, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que le Chiari, c'est réellement une malformation ou pas? Donc, dans tous les articles qu'on retrouve sur les Chiari, tout le monde parle de malformation qui apparaît avec une petite fosse postérieure, qui apparaît à un moment ou à un autre. Personne ne sait quand, mais on parle de malformation, donc quelque chose qui arrive en anténatal. Sur ça, je me suis dit, je vais vérifier, parce que j'ai beau demander à mes collègues gynéco ou échographe, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de Chiarien anténatal? Donc j'ai commencé un petit peu. Donc normalement, je devrais arriver à 2000 dans pas longtemps pour avoir une évaluation statistique correcte, mais j'en ai fait à peu près 500. Et donc je suis allé voir toutes les IRM anténatales qui ont été faites à Necker. Je n'ai pas fini. Donc on voit extrêmement bien sur les sagittales, la fausse poste avec le cervelet et l'absence de Chiari. Sur les axiales, c'est pareil. On a ici le foramen magnum qui est bien libre. Il n'y a pas de Chiari ici. Donc je me suis amusé à regarder plus de 500 IRM avec quelques fois des grossesses gémellaires. On voit les deux cerveaux. C'est une bicoriale biamiotique. Là, un autre enfant, donc à des termes complètement différents, puisque les IRM étaient faites entre 24 et 34 semaines. Donc on a un cerveau qui est plus ou moins lisse, avec les circonvolutions qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Donc là, je voulais la mettre celle-là parce que je la trouvais jolie. On voyait c'est une monocoriale monoamniotique, et on voyait les deux cerveaux sur la même coupe.
et le foramen magnum sur la même coupe. Donc c'était assez sympa à regarder. Bref. Et donc je suis tombé évidemment sur quelques malformations, donc avec ce type de pathologie, où on voit ce bébé qui a un truc ici et qui a le cerveau avec de l'eau. Donc, on a une belle hydrocéphalie anténatale. On a ce machin liquidien qui est fermé. Alors, je sais qu'il est fermé parce qu'on a fait un dosage d'acétylcholinestérase. Et donc, il n'y a pas de... Le dosage d'acétylcholinestérase dans le liquide amniotique prouve, s'il y en a, qu'il y a du LCR, du liquide céphalorachidien dans le liquide amniotique. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas d'LCR. Donc, dans les myéloméningocèles ou les spina bifida, l'acétylcholinestérase est positive. Ici, c'est négatif. Ce qui veut dire que ce truc-là est fermé et que ça ne coule pas. Donc, on regarde la fausse poste et il n'y a pas de carie. Alors, et puis, évidemment, je suis tombé sur des myéloméningocèles avec un vrai chiari, là, le rachischisis, la placode qui est à l'extérieur et évidemment l'hydrocéphalie. Donc, et puis on peut même avoir des IRM en flexion-extension, c'est assez sympa, où on voit la charnière qui bouge. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu 512 IRM. Sur les 512 IRM, en excluant les dysgraphismes ouverts, c'est-à-dire que quand il y a du liquide amniotique, quand il y a du LCR dans le liquide amniotique, et donc il y a une dépression au niveau de la colonne vertébrale, sur tous les patients, tous les fœtus que j'ai regardés pour l'instant, il n'y a pas de carie. Après, je me suis intéressé en postnatal, à l'accouchement. Donc, à l'accouchement, donc il y a plein de choses qui se passent. Il est où mon truc? Voilà. Ça, on ne va pas s'en occuper avec le placenta, l'asphyxie, etc. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est à l'accouchement, les hémorragies cérébrales. Et ce que ça peut engendrer. Donc, quand on accouche par voie basse, il y a une compression du cerveau, ça tous les enfants l'ont. Et puis, il peut y avoir des hémorragies cérébrales assez fréquemment, en fait. Presque un enfant sur deux. Ça, c'est une IRM postnatale immédiate. Et on voit que la tête, elle en prend un coup au passage. Et quand on regarde une IRM à J3, quand on regarde ce truc blanc là, le truc blanc ici, c'est du sang. Donc un enfant à J3, il a ce type d'image. Alors le radiologue, il va décrire qu'il y a un hématome sous-dural à plusieurs endroits, qu'il y a quelques petits hématomes sous-duraux, qu'il y a un céphalématome rétrocérébelleux, et puis il va dire ça après. Ces anomalies sont habituelles en période postnatale. Parce qu'un enfant sur deux. Et la conclusion, c'est absence d'anomalie morphologique cérébrale. Donc les hémorragies intracrâniennes en postnatal, souvent on se dit qu'elles sont totalement asymptomatiques. La fréquence, on pense que c'est 1 sur 2, mais c'est peut-être plus, parce qu'on ne fait pas d'imagerie à tous les enfants qui naissent. Il n'y a pas de dépistage et pas de suivi. Donc, j'ai cherché en postnatal, parce que je me suis dit, avant la naissance, il n'y en a pas. Je me suis dit, est-ce qu'après la naissance, il y en a? Donc j'ai cherché entre J0 et J10. Bon, je ne vais pas faire ça jusqu'à l'âge adulte. Et donc, pour l'instant, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc pour l'instant, j'en suis qu'à 100 et quelques. Et donc je suis allé voir s'il y avait un chiarien aussi. Parce que je me suis dit, bon, ils ne sont pas là en prénatal, mais peut-être qu'ils sont là en postnatal immédiat. Et en fait, il n'y en a pas non plus. Donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que est-ce que le chiarien, c'est réellement une malformation? Ou plutôt une maladie qui n'est pas quelque chose de congénital, mais plutôt de quelque chose qui va être acquis à un moment ou à un autre par quelque chose.
Et donc, moi, je l'appellerais plus, au lieu de l'appeler malformation, même en pédiatrie, je l'appellerais plus maladie de Chiari plutôt que malformation. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une anomalie anténatale, c'est une anomalie qui arrive après. Et mon hypothèse sur l'origine, c'est que ça arrive à un moment ou à un autre, avec une fréquence plus importante vers l'âge de 8 ans, chez les enfants en tout cas, avec quelque chose d'assez évolutif, puisque pour une fois, j'ai eu une IRM évolutive avec un enfant que j'ai vu, qu'on a vu à 6 mois, puis à 9 mois, puis à 5 ans, et on voit qu'à 5 ans, il y a le Chiari, la syringomyélie, etc. Il est devenu symptomatique à ce moment-là. Il avait fait des IRM pas pour ça. Et donc, c'est clairement quelque chose qui arrive à un moment, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une malformation de la fosse postérieure, c'est pas une malformation du cervelet en tout cas. Et donc, quand ça saigne dans le cerveau, et quand on opère même des adultes, des enfants qui ont saigné, on a une sorte de réaction inflammatoire du tissu qui est autour du cerveau qu'on appelle l'arachnoïde. Et donc, on a une arachnoïdite assez importante. Et comme quand on voit qu'un enfant sur 2 a saigné dans sa fosse post, il y aurait peut-être un lien avec ça, qui pourrait boucher la partie inférieure du cervelet, créer une hyperpression au niveau du crâne et faire descendre les amygdales. Et c'est souvent ce qu'on a quand on opère les jeunes, en tout cas. Les enfants de moins de 10 ans, en tout cas, je me retrouve souvent avec des amygdales extrêmement collées et une arachnoïdite extrêmement épaisse, d'origine indéterminée jusque-là, mais ça serait peut-être une hypothèse que je vais essayer de prouver, mais je ne sais pas comment, encore. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste un petit message. Je voulais remercier Inès pour son soutien, Tiffaine et Rafik pour leur gentillesse et leur efficacité, et à Célia parce que c'est Célia. Un commentaire, une question? Non, très bien. C'est une question. J'ai une petite question. Merci beaucoup pour ce topo stimulant. Non, j'avais une question. Jusqu'à quel âge la forme du crâne chez l'enfant se modèle, évolue? À quel âge on considère qu'on a une forme de crâne définitive? Est-ce qu'on peut... Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est sans doute pas anténatal, mais pour autant, est-ce qu'on peut considérer que c'est congénital dans le sens où ça reste malformatif parce que c'est la forme du crâne qui fait que le crâne adulte, ou en tout cas une fois qu'il a fini sa croissance, je ne sais pas si c'est 4 ans, 8 ans, est entre guillemets quand même trop petit, c'est-à-dire qu'il y a une certaine disproportion par rapport au contenant, et donc l'idée que c'est une hypoplasie occipitale est bonne, simplement elle n'est pas anténatale, elle est acquise au cours des premières années de développement. Globalement, les enfants, alors ils ferment jamais, donc on ferme jamais nos sutures, puisque les sutures, elles sont toujours visibles même chez l'adulte, puisque vous voyez les sutures vous encore. Mais donc il n'y a pas de disparition des sutures, mais globalement on a la forme du crâne qu'on aura adulte à l'âge de 1 an. Et après il y a une croissance proportionnelle de 1 an jusqu'à 5-6 ans, où ça peut continuer à grandir, mais très lentement. Mais la première année, c'est l'année où, quand on regarde la courbe du périmètre crânien, la première année, c'est le moment où ça monte le plus vite. Et ensuite, la courbe, elle devient pratiquement linéaire ensuite. Ce qui sera intéressant si tu as du temps pour regarder les IRM, non, c'est peut-être de regarder la morphométrie du crâne, tu vois, au fur et à mesure, chez un même patient, mais s'il faut avoir des IRM ou des scans sériés, donc probablement pour d'autres pathologies, mais sur les premières années, et de voir dans quelle mesure le volume de la fosse postérieure se modifie au cours du temps. Et est-ce que typiquement ensuite, tu vois, à 1 an, il n'y a plus du tout de modification entre le rapport contenu-contenant, ou est-ce que ce rapport se modifie avec les années? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Il y avait une question d'abord.
Juste pour te dire que nous, on a déjà décrit alors pas publié, mais on a déjà présenté en congrès des cas de Chiari 1 anténatal. Donc voilà, c'est juste pour ajouter un petit peu de l'eau au moulin. Il y a Maud qui est là, elle me dit, on en disait. On a 2 cas, alors je peux pas te dire sur combien d'IRM, parce que c'est pas dans le cadre d'une étude. On a repris toutes les IRM anténatales pour rechercher ça, mais c'est du coup... Je sais, Federico m'en avait parlé, voilà, sauf que je suis ça. Très dubitatif et j'aimerais bien voir les IRM. Tu demandes à Fédé, il t'envoie la présentation, parce que c'est Claudia qui avait présenté ça. Non, mais je veux voir les IRM en entière. Ouais. Bon, il y a un staff de radio, Mado. Juste, on parle d'hémorragie à la naissance, en fait. Hein. Est-ce qu'on a vu une différence ? Ça serait intéressant de voir les enfants nés par césarienne. Alors, les enfants nés par césarienne programmée n'en ont pas. Voilà. Donc là, il y aurait un comparatif. Non, mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été décrit. Donc, les enfants nés par césarienne programmée n'en ont pas. Parce qu'il y a certains enfants qui naissent par césarienne parce que la voie basse a mal tourné. Donc, ceux-là peuvent avoir aussi des hémorragies. Mais les césariennes programmées n'ont pas d'hémorragie. Ce serait intéressant de savoir s'il y a des enfants programmés sans hémorragie par césarienne et qui ont un Chiari après. Voilà. Chez les adultes, par exemple, poser la question, est-ce que vous êtes né par césarienne ? Je pose la question à chaque fois pour les enfants maintenant.